Et, sauf aux questions de la salle. Oui, d'abord, peut-être, je pense aux étudiants, ne soyez pas timides, n'intervenez pas forcément à la fin, c'est pas votre cas, c'est pour ça. Donc voilà, je vous en prie. Yeah. So my question. Bonjour, et j'aurais une question concernant dans quelle mesure il faut s'imprégner de la victoire rouge pour construire une victoire bleue? Est-ce que ceci est important pour déterminer un équilibre stratégique, ou bien est-ce que c'est simplement une solution de rechange pour contrer des positions, disons, agressives? Je ne suis pas sûr d'avoir capté le deuxième élément de votre question. Oui, est-ce que c'est un malentendu qui est une erreur de perception qui peut fausser l'équilibre stratégique? Ou bien s'agit-il véritablement d'intentions agressives? Ah ben voilà, si on avait la réponse à cette deuxième question, ça nous arrangerait bien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas savoir si c'est du bluff. On n'a pas d'accès à l'esprit de nos adversaires, les erreurs. Vous parlez erreurs de perception, il y a peut-être des erreurs de calcul. Le fait de ne pas comprendre les États-Unis, certes, a amené certains pays à se tromper de leur côté. Kim Jong-un, le président nord-coréen, s'est vu présenter deux épreuves par son père. D'abord, il était l'architecte en chef du sabordage du Cheonan. C'était un navire de Corée du Sud, et le bombardement des îles en conflit. Alors, quelle idée a-t-il de la détermination américaine par rapport à cela? S'agit-il d'une perception, d'une erreur de perception, d'une erreur de calcul sur ce qu'est véritablement la position américaine? On ne sait pas. Et en tant que décideur politique, il faut accepter cette incertitude. Les universitaires, les chercheurs peuvent chercher la réponse, mais les militaires, les politiques doivent agir sur la base de ce qu'ils comprennent. Et l'incertitude est une de ces choses. Voilà. Et j'ai perdu votre première question. C'était quoi déjà? Oui, la première question est de savoir, dans l'élaboration, il faut beaucoup de travail d'équipe, mais malheureusement, ce travail ne se fait pas souvent autant qu'il le faudrait. Aux États-Unis, vous avez une communauté qui travaille sur la dissuasion qui a diminué au cours des dernières années. Et puis vous en avez d'autres qui se tournent vers certains pays en particulier. Et justement, moi, ce que je me suis engagé à faire, c'est de faire venir des experts de la Corée du Nord, des experts de la Corée du Sud, du Japon, les réunir avec des nucléaires, des experts en question nucléaire, en les amenant à travailler ensemble. Et ce travail d'équipe, il a fallu le faire pendant la guerre froide. Il a fallu réunir notre expertise sur l'Union soviétique, la combiner en quelque sorte à l'expertise sur les questions militaires. Et on se retrouve dans cette situation où c'est des expertises différentes qui doivent être réunies. Pour moi, une des grandes leçons de l'histoire des dernières décennies, c'est que les pays occidentaux sont soit perçus comme beaucoup plus agressifs qu'ils ne sont réellement, soit perçus comme beaucoup plus faibles qu'ils ne sont réellement. Je m'explique. Quand on a ouvert les archives de la guerre froide, pour faire simple, quand on a eu accès direct aux témoignages des anciens responsables soviétiques, dans les pays occidentaux, on a été souvent surpris de voir à quel point l'idée d'une attaque de l'OTAN contre le pacte de Varsovie était un scénario assez ancré dans la culture stratégique soviétique. Pour nous, c'était impensable que nous soyons perçus comme l'agresseur pour un conflit majeur en Europe. Or, cette crainte existait. Je crois que ça doit nous faire réfléchir. De même aujourd'hui, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est de voir à quel point, là encore, par les témoignages directs ou indirects, au cours des crises successives des 30 dernières années, c'est de voir à quel point nous avons souvent été perçus comme plus faibles que nous le sommes réellement, au motif que chaque crise est censée nous avoir dégoûté des interventions militaires du point de vue d'adversaires potentiels. Là encore, leçon importante, mais leçon qui est exactement l'inverse de celle de la guerre froide. Pas simple. Alors, je profite juste de ce qu'a dit Brad sur la communauté nucléaire pour dire que la chaire met en place
des bourses d'aide à la recherche, je le précise, pour les étudiants et pour les chercheurs, et qui notamment visent la problématique nucléaire. Alors pendant que les étudiants travaillent leurs questions, un professeur, Nicole, tu voulais poser une question? J'ai juste une question. Pourquoi vous n'avez... Pardon. Merci. J'ai une question... Oui. Si, marche. Pourquoi vous n'avez pas voulu parler de la bombe islamique dans votre exposé? Est-ce que c'est parce que vous pensez que ça n'est pas important, ou pas crédible, ou peu probable? Ou est-ce que c'est pas la même échelle de temps que les entre guillemets communistes? Et deuxièmement, toujours sur cette même question, si les États-Unis ont une stratégie de prévention à l'égard de cette menace, eh bien comment se définit-elle? Et en particulier, si vous pouviez nous dire quelque chose sur la relation entre les États-Unis et le Pakistan nucléaire. Merci Nicole. Il y avait d'abord monsieur que j'avais interrompu le premier, donc je lui passe la parole. Voilà. C'est pas urgent. Non, mais je m'en voudrais. Oui, vous n'avez pas parlé de la puissance militaire, vous n'avez pas parlé de la puissance militaire d'Israël. Alors, je sais qu'Israël... Ça marche pas, mais on a compris la question. Je sais qu'Israël est une puissance assez discrète sur sa propre capacité. Je voudrais savoir ce que vous en pensez et ce que ça peut représenter dans l'équilibre stratégique du Proche et du Moyen-Orient. Merci. Merci beaucoup. Alors on va laisser Brad répondre et puis on reprendra d'autres questions. Alors effectivement, dans la vie politique, il est certain que, en tant que ancien responsable politique, je n'ai pas, ou de haut fonctionnaire, je n'ai pas de position sur la situation israélienne. Hein. C'est-à-dire que c'est une question qui n'est pas abordée. Moi, je peux dire ce que je connais de la presse, ce que je lis dans la presse, mais disons que les déclarations officielles d'Israël, nous les acceptons, nous les prenons, disons, pour argent comptant. Lorsqu'Israël dit qu'ils ne feront pas le premier usage de l'arme nucléaire, est-ce que ça veut dire qu'Israël n'aura pas d'armes qui sont prêtes à être lancées? Enfin, on peut interpréter cela comme on veut. Mais enfin, pour les deux questions que vous avez posées, moi, ce qui m'intéressait, c'était les armes nucléaires dans le cadre des stratégies de dissuasion et de défense. Alors, les armes nucléaires d'Israël, les armes nucléaires pakistanaises ou indiennes posent toutes des problèmes. Et il ne faudrait surtout pas que ces armes passent entre les mauvaises mains, mais ce ne sont pas des questions de dissuasion du point de vue américain. Leur existence n'explique pas pourquoi les États-Unis décideront de conserver leurs armes nucléaires dans l'état actuel des choses. Ce n'est pas la situation d'Israël qui changerait grand-chose à la donne. Pour ce qui est de la menace islamique, bon, j'ai en partie répondu à votre question dans la première réponse. Mais l'autre chose, c'est qu'effectivement, on ne sait pas comment les choses vont évoluer en Iran. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'Iran décidera de ne pas aller jusqu'au bout de ses ambitions nucléaires. Mais si tel est le cas, hein, et si on arrivait à un accord entre le Conseil de sécurité et l'Iran, ben là, effectivement, de nouvelles pressions pourraient s'exercer sur la Corée du Nord. Et là, on pourrait avoir des moyens de convaincre la Corée du Nord de ne pas aller jusqu'au bout de son programme nucléaire. Donc effectivement, les deux questions sont liées. Alors, pour autant, dans la communauté des observateurs et des chercheurs sur la question nucléaire, on ne parle pas beaucoup, on ne parle pas beaucoup de la question de la bombe dans ce qui se passe avec justement l'État islamique actuellement. En fait, on sait très peu de choses, en tout cas sur l'existence ou la position de l'arme nucléaire. Hein, dans le djihad de l'État islamique, on ne voit pas faire figurer, si vous voulez, l'arme nucléaire. Pour autant,
est-ce qu'il n'est pas concevable de voir que dans un conflit qui durerait plus d'une dizaine d'années, le cas de l'Iran en est la preuve, un pays qui n'aurait pas l'arme nucléaire, parce que ces questions, enfin, au XXe siècle, était indispensable de l'avoir, l'arme nucléaire. Au XXIe siècle, la donne est différente. Et finalement, on pourrait se dire que dans ces États islamiques, on peut supposer que l'arme nucléaire va finir par s'intégrer à l'arme de la révolution et que on finirait par attaquer nos villes, ne serait-ce que pour faire changer le cours de l'histoire, hein, pas pour si vous voulez, imposer une défaite au monde occidental, mais pour faire tourner le cours de l'histoire. Et là, c'était en fait la crainte des États-Unis dans les années 60, quand on craignait de voir Mao acquérir l'arme nucléaire. Et ensuite, la Chine de Mao, qui était un pays agressif, et parce que Mao, en tant que révolutionnaire, pouvait, ou on le craignait, utiliser l'arme nucléaire pour faire avancer la révolution prolétarienne, mais en fait, c'était des outils destinés à protéger la révolution et non pas à l'exporter. Et alors, peut-être que le même espoir pourrait se faire, c'est-à-dire que si l'État islamique, ne plaise à Dieu, acquiert l'arme nucléaire, la considère plutôt comme outil de défense que comme outil de la révolution. Bon, enfin, tôt ou tard, il y aurait des implications nucléaires pour le reste du monde, mais là, c'est vrai que nous n'avons pas encore réfléchi à cette question. La question nucléaire israélienne. Donc, n'étant pas un ancien officiel américain, et je comprends, Brad a une vraie contrainte juridique là-dessus, je peux le dire. 4 points très très brefs. Premièrement, il y a un échange absolument formidable entre Ben Gourion et De Gaulle, dans lequel, qui est maintenant déclassifié, dans lequel De Gaulle dit à Ben Gourion: mais pourquoi est-ce que vous voulez la bombe? Vous êtes protégé par les États-Unis. Sans se rendre compte que lui, toute sa logique, c'était de dire: je ne crois pas, il n'est pas possible qu'un pays en protège un autre au point de mettre en jeu sa survie. Mais l'échange est très amusant. Deuxième point, pour Israël, c'est un impératif de survie, et je ne peux pas imaginer qu'Israël se débarrasse de son arme nucléaire avant que tous les grands pays de la région ne reconnaissent son existence. Troisièmement, puisque la question portait sur le Moyen-Orient plus largement, je suis absolument persuadé que si certains programmes nucléaires étaient importants pour la réflexion qui a mené au programme iranien, ceux de l'Inde et du Pakistan sont au moins aussi importants, si ce n'est plus importants, que celui d'Israël. Il y a une fausse équivalence qui est parfois faite, mais je suis absolument persuadé que la justification israélienne, entre guillemets, de certains Iraniens ou amis de l'Iran est une construction totalement factice à visée politique évidente. Quatrièmement, tous ceux d'entre nous qui ont eu le malheur de participer directement, parfois pendant plusieurs jours, je peux vous dire que c'est un sacerdoce, parfois pendant plusieurs semaines, à des conférences d'examen du traité de non-prolifération, je peux vous affirmer qu'on y parle à 90% d'Israël et à 10% de l'Iran, et que c'est bien un des problèmes de ces conférences d'examen, c'est-à-dire qu'on se préoccupe plus des pays qui n'ont pas signé le traité que des pays qui ont signé le traité. C'est un autre sujet, mais en tout cas, je suis toujours amusé d'entendre dire parfois finalement, le programme nucléaire israélien, on n'en parle jamais, alors qu'on parle tout le temps des Iraniens. Je peux vous le garantir que dans les conférences d'examen du TNP, on parle tout le temps de celui d'Israël et jamais de celui d'Iran. Je pense que c'est un problème par ailleurs. Oui, merci. Au début, vous avez partagé les avocats de l'abolition en 2 groupes et vous avez surtout parlé des arguments du deuxième groupe en les réduisant à 6. Il y en a peut-être aussi d'autres que vous n'avez pas évoqués. Mais je reviens aux arguments du premier groupe et de la nécessité morale peut-être d'aller vers la dénucléarisation, notamment en mettant en avant le fait que le risque de la prolifération et de l'équilibre incertain dont vous parlez est plus grand que les avantages de la dissuasion, en fait, car quels sont les intérêts vitaux, effectivement, qui justifieraient qu'on déclenche une guerre qui pourrait être mondiale et l'escalade. Par exemple, est-ce que si la Corée du Nord envahissait Séoul, on mettrait une bombe atomique ou on ferait jouer l'arme atomique ?
Vous avez fait la comparaison avec le jeu d'échecs. C'est très intéressant parce qu'effectivement, la reine atomique du jeu d'échecs, elle finit fatalement par intervenir dans le jeu. Il y a un moment ou à l'autre où on l'utilise. Donc, si vous faites cette comparaison avec la reine atomique du jeu d'échecs, eh bien, il y a un jour où, effectivement, l'arme atomique interviendra réellement sur le terrain. Et cette responsabilité morale de tuer des millions de civils est quand même relativement inacceptable. Merci. Il y a une question, là, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai vu quelqu'un qui levait la main ici. Pas ici, pendant ce temps-là, préparer d'autres questions. Après la chute, la disparition de l'Union soviétique, il y a eu beaucoup d'anxiété pendant quelques années qui s'est manifestée sur le devenir d'une partie de l'arsenal nucléaire soviétique. Qu'est-ce qu'on peut en dire 20 ans après ? Et est-ce que c'est encore un danger significatif ? Le fait que vous ne l'ayez pas évoqué, c'est probablement maîtrisé. Mais est-ce que vous pourriez en dire quelques mots quand même ? Merci. Brad, je vous laisse répondre en attendant. Il y a une autre question là ? Vas-y. Sure. Concernant l'arsenal soviétique, les nouvelles sont surtout bonnes. Ça, c'est le programme coopératif de réduction de la menace qui a été lancé au début des années 90 pendant une période où l'Union soviétique s'est effondrée et donc les contrôles en place à l'époque sur les armes nucléaires et les matériaux nucléaires, les scientifiques nucléaires, les technologies nucléaires, les armes nucléaires soviétiques étaient en place. Et pendant 25 ans, les contribuables américains ont dépensé énormément d'argent pour développer des installations de sécurité, à former des gardes et à détruire d'anciennes armes nucléaires soviétiques. De plus en plus, c'est devenu une source de lutte politique aux États-Unis. Les adversaires d'une hausse des dépenses dans ce domaine disent que maintenant les Russes sont assez riches pour le faire eux-mêmes et de toute façon, on a presque terminé la tâche. Bien sûr, à Moscou, on s'y oppose vivement. C'est vu comme une ingérence impérialiste de l'autre camp. Mais en fait, les problèmes liés à la sécurité et à la dégradation des forces nucléaires russes sont maintenant complètement oubliés. On dépense plus d'argent dans l'armée russe de nos jours qu'auparavant. Et le pourcentage qui est affecté aux forces nucléaires russes augmente progressivement et régulièrement. La Russie est en train de construire les forces nucléaires qu'elle aura dans les années 2050-2060. Et donc, le problème hérité de la guerre froide a surtout été traité. Juste sur cette question aux formes de désarmement qui a marché immédiatement après la guerre froide dans pratiquement tous les pays nucléaires. Revenir à un point que vous avez évoqué en début d'intervention, l'idée que le moment n'était pas celui du désarmement unilatéral. Mais il y a quand même des sujets, des négociations internationales, je pense à l'interdiction des essais, je pense à la discussion sur le traité Kutov, notamment dont la France se fait le promoteur. Alors pour la France, il n'y a pas de gêne à la fois afficher la nécessité de la crédibilité, de la modernisation de ses armes, puisque je le rappelle dans ce discours que j'évoquais du président de la République, on envisage même, alors que notre panoplie d'armes est aujourd'hui modernisée, une nouvelle génération pour lui succéder, mais dans le même temps d'appeler à un effort de désarmement, de démantèlement des usines de fabrication de la matière fissile nucléaire, d'interdiction des essais. Alors pourquoi ces voies au fond ne prospèrent pas ? Les États-Unis sont le seul pays à avoir, comme la France par exemple, un outil de simulation.
à pouvoir considérer que grâce à la simulation, on peut à la fois conserver de la dissuasion et un futur de la dissuasion, et cependant, je dirais, limiter, endiguer les efforts à ce qui est nécessaire. Bref, envisager que dissuasion et désarmement ne sont pas opposés. Ils le sont dans les logiques, mais ça a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Il faut à la fois se défendre et dans la sécurité, dans le maintien de la sécurité, l'aspect armement doit contribuer. Alors, pourquoi après ces déclarations très fortes des Américains, notamment Global Zero, etc., il y a, je dirais, si peu de progrès, notamment dans ces deux négociations, et je pose la question évidemment à la veille des conférences sur le TNP. Premièrement, je dirais que du point de vue américain, le désarmement et la dissuasion sont complémentaires. Si on avait une stratégie nucléaire qui ne parlait que de la dissuasion, elle ne serait pas soutenue politiquement par la population, qui partage les sentiments de monsieur, qui ne serait pas opposé aux armes nucléaires et à la guerre nucléaire, qui va dire « moi j'en veux plus ». Ça n'est pas ça la politique de l'arme nucléaire pour une bonne raison, parce que ce sont les armes les plus abjectes jamais imaginées par l'homme pour l'instant. Il faut donc un programme du côté de la limitation, du côté politique, pour réduire et en fin de compte éliminer les armes nucléaires. C'est complètement le cas au Congrès américain. La seule façon de financer la modernisation des ogives nucléaires américaines, c'était dans le contexte d'un programme politique clair permettant de renforcer le contrôle des armes et de réduire l'arsenal. Et donc, c'était un pis-aller pour pouvoir servir une nécessité stratégique. Et donc, là, je défends les armes nucléaires américaines au XXIe siècle. Ce n'est pas pour autant que je défends l'équilibre, mais cet équilibre est essentiel du point de vue politique et stratégique. Les obstacles à la mise en œuvre réussie d'une interdiction sur les matériaux fissiles sont nombreux. Le Pakistan et même la Chine ne sont pas prêts à l'accepter. La Chine n'est pas prête à accepter le fait qu'elle a assez d'armes nucléaires à l'heure actuelle. La Chine affirme qu'elle ne sait pas de combien elle en aura besoin parce qu'elle ne sait pas quelle sera la taille du bouclier antimissile américain. Elle ne sait pas quelle sera la capacité de frappe conventionnelle des États-Unis. Une fois que les Américains auront donné la réponse, on pourra dire que, bon, et les Américains vont dire, bon, tout ça, ça dépend de la Corée du Nord, de l'Iran, tout est lié. Donc, tant qu'on aura dit que tous ces pays doivent signer l'interdiction sur les matériaux fissiles et pour qu'elle entre en vigueur, on sera limité. C'est la même chose pour le CTBT, le traité. La majorité républicaine au Congrès américain ne soutiendra jamais l'interdiction des essais. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du traité d'interdiction des essais. Prenons peut-être un mauvais exemple. Le protocole de Genève de 1925, qui est entré en vigueur en 1926, et les États-Unis ont ratifié le traité en 1975, 50 ans plus tard. Le protocole de Genève était une limite importante sur l'utilisation des armes chimiques pendant la Deuxième Guerre mondiale, même si les États-Unis n'étaient pas signataires. Tout n'est pas aussi noir ou blanc, ça n'est pas traité d'interdiction des essais ou pas. Le moratoire sur les essais reste une limite importante sur les États nucléarisés. L'opposition des républicains a à voir avec le fond du traité et n'a rien à voir aussi avec le fond du traité. Sur le fond, il y a 10 ans,
on ne savait pas clairement si seulement avec des ordinateurs on pouvait avoir confiance envers la fiabilité des armes. Maintenant, on a beaucoup plus confiance. Mais ça tient aussi avec le point de vue de certains républicains selon lequel le droit international est une menace pour le droit intérieur des États-Unis et pour eux, on au traité trouve toujours des moyens de tricher. Et donc, je pense que le traité d'interdiction des essais restera une limite informelle sur les États-Unis. On s'en tiendra au moratoire sur les essais jusqu'à ce qu'un pays l'enfreigne. Madame. Oui, bonjour. Je reviens. Enfin, j'avais prévu ma question depuis quelque temps. Vous venez un petit peu de l'évoquer. Les armes bactériologiques et chimiques. Je sais bien que la France a signé des traités comme quoi elle s'interdisait l'utilisation. Cela étant, tous les pays n'ont pas signé ces traités sur ces armes bactériologiques ou chimiques. Qu'est-ce que vous en pensez des armes? C'est presque le sujet d'une autre conférence, mais Brad, puisque vous êtes invité à vous exprimer aussi sur la question des autres armes de destruction massive d'origine bactériologique ou chimique. Oui, madame. Ah ben alors, je vous en prie, complétez. Oui, c'est tout à fait en complément. Je voudrais comprendre, monsieur. Vraiment, merci, vous êtes d'une clarté extraordinaire. Ah, ça, c'est juste de le reconnaître. Vous avez beaucoup insisté sur la force de dissuasion. Avant de taper, il faut dissuader. Et je crois que vous avez dit qu'on peut dissuader par les armes conventionnelles. C'est-à-dire que, imaginons la Corée du Nord, on voit qu'ils ont préparé, etc., une frappe. On peut arriver à dissuader par les armes conventionnelles. Et si c'est des armes conventionnelles, est-ce que ce sont aussi des armes biologiques? Merci. Brad, je vous laisse répondre à cette question. Peut-être que Bruno voudra ajouter un commentaire. À ces questions. Là, je vais peut-être commencer par répondre pour dire que le débat aux États-Unis avec le gouvernement Obama quant aux politiques, aux grandes déclarations, ce que l'on dit concernant nos conditions d'emploi des armes nucléaires. Beaucoup de personnes dans le camp du désarmement ont dit que les politiques déclaratives des États-Unis devraient changer pour restreindre le rôle des armes nucléaires, parce qu'après tout, la menace soviétique, nucléaire et bactériologique, chimique, tout est parti. Le pacte de Varsovie a disparu. Toutes les divisions conventionnelles qui pourraient combler les lacunes ont disparu. Et donc, selon eux, les Américains devraient dire que le seul rôle des armes nucléaires serait de dissuader d'une attaque nucléaire. On en a beaucoup parlé au sein du gouvernement Obama. Vit-on dans ce genre de monde-là? Nous, oui. Mais il n'y a aucun pays qui puisse menacer la souveraineté, l'intégrité et les intérêts vitaux des États-Unis avec quoi que ce soit d'autre que des armes nucléaires. Al-Qaïda a mis cela à l'épreuve le 11 septembre, donc il ne faudrait peut-être pas trop insister sur ça. Mais nos alliés, certains d'entre eux, ne vivent pas dans un tel monde. La Corée du Sud, la Corée du Nord est un pays qui est maintenant nucléarisé, mais qui a aussi des armes bactériologiques et chimiques. Et tel qu'on le comprend, les Coréens du Nord prévoient d'utiliser très tôt des armes chimiques sur les bases aériennes pour nous empêcher de faire venir des renforts conventionnels. On s'inquiète du fait qu'ils réfléchissent à des armes biologiques qui pourraient être déployées dans des ports américains et dans des bases américaines sur le territoire américain pour ralentir les envois de troupes.
On peut donc imaginer de façon très crédible une situation où la souveraineté et l'existence même de l'État sud-coréen soient mises en danger avant que les Nord-Coréens lancent la bombe. Et il y a tellement de pièces d'artillerie en Corée du Nord qu'ils pourraient complètement rayer Séoul de la carte en quelques heures. Et pour prendre d'autres exemples, il y a 5 ou 6 ans, dans notre débat, on parlait des armes bactériologiques et chimiques syriennes et le fait de savoir si c'était un risque pour l'existence d'Israël. Du point de vue de la stratégie nucléaire américaine, les armes bactériologiques et chimiques sont importantes. C'est la raison pour laquelle nous avons refusé cette proposition d'emploi unique, telle que les appellent les partisans du désarmement. Et pour expliquer ce rejet, je vais prendre l'exemple de la péninsule coréenne. Sur cette péninsule, il est important d'avoir assez de troupes américaines, quelle que soit leur armée, l'armée de l'air, la marine, l'armée de terre, pour soutenir les Sud-Coréens dans une défense conventionnelle contre une invasion nord-coréenne. Et pour cela, il faut plus de forces conventionnelles qu'il n'y en a actuellement sur la péninsule coréenne. Il y a 8 bases au Japon qui sont sous drapeau des Nations Unies. Et le nombre de pays contributeurs est de 12, je crois, quelque chose comme ça. En outre, on s'attendrait à amener des forces navales américaines qui viendraient de l'Est des États-Unis et d'Hawaï. Ça fait partie de la défense conventionnelle de la Corée du Sud. Tout cela, ça prend du temps à mettre en branle. Et les gens demandent, bon, d'accord, l'Amérique, c'est la seule superpuissance du monde. Vous avez toute cette puissance. Pourquoi avez-vous besoin des armes nucléaires pour asseoir cette puissance? C'est parce que la composante conventionnelle est trop lente. La Corée du Sud serait complètement rayée de la carte si les Coréens du Nord éliminaient Séoul avec leur artillerie en une journée, pour être généreux. En une journée, les premiers bateaux n'auraient pas encore quitté Pearl Harbor. Et il faudrait 3 semaines de voyage. Les forces conventionnelles de cette ampleur ne peuvent pas remplacer les armes nucléaires pour dissuader de ce genre d'agression. Ça, c'est distinct de la question des capacités de frappe conventionnelles. Depuis 30 ans, on parle des frappes conventionnelles mondiales, le CPJS comme on l'appelle en anglais. On s'est dit qu'il faudra avoir des capacités pour frapper très rapidement, comme les Russes, les Chinois, les Indiens et d'autres. Eux ont cette capacité, mais pas nous. Et on n'a pas non plus de missiles balistiques conventionnels à portée intermédiaire, parce qu'ils ont aussi été interdits quand on a interdit les missiles nucléaires interbalistiques à portée intermédiaire. C'est donc une lacune dans notre architecture de dissuasion, et on pense qu'on dépend trop des armes nucléaires pour combler cette lacune. Et là, je vais revenir à la question morale, si vous me le permettez. Il ne fait aucun doute qu'une guerre nucléaire généralisée, comme vous la décrivez, serait une insulte à la moralité, à l'éthique et aux lois de la guerre. Mais ça n'est pas la fin du débat moral sur les armes nucléaires. Je ne discrédite pas cet argument, loin s'en faut. Mais encore, ces politiques de chantage nucléaire avec 1, 2, 3, 4 frappes nucléaires par les Nord-Coréens, ça n'aurait peut-être pas pour but de tuer qui que ce soit, mais simplement pour prouver leur détermination. Si nous avons une réponse crédible à cela, et
Si on offre en pâture les Sud-Coréens à cette agression, eh bien là aussi c'est moralement discutable. Si on a la possibilité de protéger la souveraineté et la sécurité de nos propres ressortissants pendant les guerres de révolution au Moyen-Orient, ou protéger des grandes puissances qui pourraient tourner mal, eh bien là aussi ce sont de grandes questions. Moi je suis frustré finalement que le mouvement humanitaire international, qui se concentre si étroitement sur la question des effets humanitaires de l'emploi des armes nucléaires, ignore tellement de débats moraux qu'il faudrait avoir sur la dissuasion nucléaire et qu'on ne tient pas parce qu'il se concentre simplement sur ses conséquences humanitaires. Je vous remercie. Tu veux s'exprimer? Merci, vas-y Nicolas. Peut-être juste deux questions pour revenir au centre de l'intervention de Brad sur la théorie rouge de la victoire. L'une de méthode et l'autre de fond. La première de méthode, parce qu'on est aussi dans une université avec, on l'espère, de plus en plus d'étudiants qui font des recherches sur les sources. On ne peut pas dire qu'un certain nombre des pays que vous avez mentionnés sont particulièrement transparents sur leurs arsenaux, sur leurs doctrines, contrairement à un certain nombre, notamment aux pays du P3. Vous avez passé beaucoup de temps à étudier les théories de la victoire russe, chinoise et nord-coréenne. Comment avez-vous fait? Quelles sources avez-vous employées et quel degré de certitude avez-vous de ce que vous venez de décrire en termes de théorie de la victoire? Deuxième question, sur le fond, vous avez beaucoup insisté, à mon avis à juste titre, sur l'importance de ces théories de la victoire rouge, de ce qu'elles ont de commun et de ce qu'elles disent sur le fait qu'il y a dans le monde des armes nucléaires sans dissuasion, où il y a plus dans les armes nucléaires que simplement la dissuasion au sens français du terme. Mais quelle différence faites-vous, en les qualifiant d'une ou deux phrases très schématiquement, entre les théories de la victoire russes, chinoises et nord-coréennes, au-delà de certains éléments de convergence que vous avez mentionnés? Quelle différence? Merci. Alors on prend la dernière question de l'amiral Lausier, puis ensuite je laisserai répondre Brad et puis conclure l'un et l'autre, Bruno et Brad. Vous avez la parole. Ma question est relative donc plutôt à la dissuasion américaine et j'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de la Nuclear Enterprise Review qui a été lancée par le secrétaire d'État à la Défense il y a maintenant un peu plus d'un an et dont les conclusions, du moins les conclusions non protégées, non classifiées, montrent qu'il y a d'une part des problématiques de leadership au sein du système de dissuasion américain et d'autre part un gros problème de sous-investissement qui conclut donc sur le fait qu'il va falloir investir des sommes tout à fait colossales pour renouveler la dissuasion américaine. J'aimerais avoir votre point de vue. C'était deux lourdes questions pour la fin. Good questions. Yes. Bonne question. Premièrement, pour répondre à votre première question, Nicolas. Quelles sont les sources et quelles preuves? La Chine a dit beaucoup de choses, écrit beaucoup de choses. La Chine est assez transparente. La Chine veut qu'on comprenne sa confiance envers sa stratégie de contre-dissuasion. Et les sources sont officielles, mais pas complètement appuyées. Par cela, je veux dire que l'armée de libération, l'armée populaire de libération utilise beaucoup de documents pédagogiques pour enseigner la stratégie militaire chinoise aux jeunes officiers. Et elle a produit beaucoup de supports de ce type et ils sont disponibles. À la fin des années 90, l'armée de libération du peuple a rédigé une théorie de campagne générale et les diverses armes ont reçu pour instruction de définir leur contribution à la théorie générale de la campagne. Et ensuite, la force nucléaire chinoise a un document en anglais de 400 pages qui explique toutes leurs réflexions dans ce domaine. Ça n'est pas la même chose que d'avoir les manuels nucléaires classés défense qui sont dans un coffre-fort dans le bureau du chef d'état-major. Mais bon,
c'est pas mal. Pour la Russie, il y a beaucoup de sources auxquelles on n'a pas prêté attention. Qui, dans la communauté française, travaille sur la stratégie russe et la doctrine russe depuis 20 ans? Quasiment personne, je pense. Il y a peut-être une ou deux personnes courageuses. Et vos collègues pensent vraiment que vous êtes complètement idiot. Aux États-Unis, il n'y a presque personne. Ceux qui faisaient cela ont tous pris leur retraite ou ils sont passés à autre chose. Moi, j'ai vu l'excellent rapport du Centre de recherche associé au ministère suédois de la Défense qui a identifié bon nombre de sources qui ne sont pas classées secrets. Et puis, je crois qu'il y a d'anciens hauts responsables russes qui ont valeur d'experts, surtout M. Kokoshen. Et puis, la Corée du Nord n'a pas dit grand-chose. Et ils ont publié une loi il y a 18 mois qui les définit comme un État nucléarisé et la plupart des Occidentaux n'ont pas vu cela, qui définit leur stratégie, leur politique déclarative, qui en dit beaucoup plus que ce que l'on attendait d'eux. Et puis il y a d'autres sources avec différents degrés de crédibilité. Moi, je ne souhaite pas trop mettre l'accent sur ces théories rouges de la victoire. Pour moi, bon, nos preuves sont imparfaites, il faut l'accepter. Mais je crois qu'il y a néanmoins des faits qui montrent comment ils ont réfléchi à la façon d'utiliser leurs rennes atomiques contre nous. Les faits sont perturbants parce qu'ils montrent la confiance qu'il y a dans leurs réflexions. Peut-être tient au fait qu'ils en sont venus à ce point pour nous dissuader, pour donner cette impression de confiance. Mais si c'est vrai, alors là, nous avons un problème. Et moi, je crois qu'il y a beaucoup de preuves qui sont véritables. Beaucoup de preuves montrent que Kim Jong-un, que M. Poutine et que les gens autour de M. Xi Jinping sont convaincus qu'ils comprennent l'Amérique, qu'ils sont convaincus qu'ils savent prévoir ce que fera l'Amérique. Bon, bonne chance. Et ils sont convaincus que nous nous retirerions si jamais on était menacé. Ce qui semble être vraiment une très mauvaise interprétation de la démocratie en général et pas simplement de la démocratie américaine. Et pourtant que je le sache, il n'y a aucune preuve qu'il y ait des pourparlers entre eux, pour répondre à la question de Bruno. C'est une bonne question. Je vais essayer de trouver des faits appuyant cela. Ils ont un problème en commun. On peut penser qu'ils se parlent, mais ils ne se font pas confiance. Les Russes ne vont pas parler de doctrine militaire aux Chinois. Personne ne va parler aux Coréens du Nord de doctrine militaire. Donc ils ne se parlent pas les uns les autres, mais ils se retrouvent à peu près au même endroit parce qu'ils sont confrontés aux mêmes problèmes stratégiques. Are there differences? Alors, quant à savoir s'il y a des différences dans les différentes théories de la victoire, là c'est votre deuxième question, je dirais simplement que, à mon sens, la grande question qui reste encore sans réponse est de savoir si la Russie est sur le point de faire du chantage nucléaire, non, s'intéresse uniquement au chantage nucléaire et l'accord de Redd, ou véritablement serait prête à livrer bataille. Je ne pense pas que ni la Corée du Nord ni la Chine n'aient construit des capacités pour participer à des opérations de combat nucléaire pour venir en appui à des batailles conventionnelles, alors que la Russie l'a fait. Elle a déployé ses armes nucléaires pour venir appuyer des forces conventionnelles, aussi bien à des fins de dissuasion que pour montrer la détermination militaire de M. Poutine. Alors, quant à savoir si vraiment c'est utilisé en cas de guerre, bon là, la question reste encore ouverte. Alors, et puis il y a une ressemblance quand même dans ces situations. Comment ces pays peuvent-ils croire que leur menace de nous attaquer avec des armes nucléaires serait crédible à nos yeux,
alors que nous avons tellement d'armes, aussi bien conventionnelles que nucléaires, qui pourraient être utilisées en retour. Qu'est-ce qui leur fait penser que leur menace soit crédible? Dans toute situation de conflit où l'Amérique se présente avec des forces conventionnelles importantes à l'Amérique et ses alliés pour s'opposer aux intérêts légitimes de la Russie, de la Chine, de la Corée du Nord, l'enjeu, si vous voulez, sera asymétrique. C'est-à-dire que pour la Corée du Nord, s'il y a une guerre dans la péninsule de Corée, que le régime survive ou non, enfin, la question de survie du régime est la grande question. Hein. S'il y a une guerre autour de Taïwan et que la Chine perdait, la survie du Parti communiste à Pékin est également en jeu. Et on pourrait dire la même chose pour la Russie. Donc là, leur idée, c'est qu'il y a des enjeux vitaux. Alors que pour nous, du côté américain ou du côté des alliés, certes, les enjeux peuvent être importants et nos adversaires se rendent compte que c'est important, mais tout aussi vital dans la mesure où est-ce que ça concerne notre propre souveraineté, notre propre survie en tant que nation, la constitution, le système constitutionnel américain? Non, là, ces enjeux-là ne sont pas là. Hein, donc il y a une asymétrie des enjeux qui fait que, à leurs yeux, hein, leur menace est crédible, alors que nous avons les moyens de les oblitérer. Pour ce qui est maintenant de la question de posture ou de position ou de politique en matière d'investissement nucléaire et de posture nucléaire, je dirais ceci. Depuis... avant même la disparition de l'Union soviétique, hein, tous les présidents américains ont parlé d'un retrait de la guerre froide en tant que principe fédérateur des forces militaires et nucléaires américaines. Le gouvernement Clinton, l'administration Clinton, avait dit qu'elle voulait réduire la dépendance américaine envers les armes nucléaires. L'administration George Bush a également dit qu'elle souhaitait réduire l'importance de l'arsenal nucléaire dans nos stratégies de défense et leur donner une position d'arrière-plan. Et l'administration Obama, quant à elle, a affirmé qu'elle souhaitait réduire à la fois et le rôle et le nombre, pas pour autant leur importance ou le fait que nous dépendions de ces armes. Alors, disons, la direction militaire entend ce message politique depuis 25 ans. Et ce message est clair, et tout le monde a l'impression que c'est une activité qui est en train de disparaître. Et depuis 25 ans, effectivement, l'armée américaine est en guerre, dans des conflits où elle a gagné des batailles, perdu d'autres, où elle a perdu ses hommes. Et les hommes et femmes qui se joignent aux forces armées, qui livrent combat et qui souhaitent faire une carrière militaire s'interrogent pour savoir s'ils veulent passer leur vie dans un abri souterrain au cœur du Montana avec un doigt sur la gâchette ou sur un bouton rouge, ou aller livrer bataille. Hein, c'est ça finalement qui leur tourne dans la tête, et c'est une question qui reste particulièrement d'activité, notamment dans l'armée de l'air. Et on l'a vu en particulier en 2007, lorsque l'armée de l'air américaine, ou plutôt lorsqu'un équipage de l'armée de l'air américaine, B-52, a traversé les États-Unis en portant des armes nucléaires qui croyaient être des armes factices. Et en fait, on a estimé alors que là, il y avait un manquement dans la chaîne de commande au niveau du Pentagone et des armées et du système d'armement américain. L'administration Clinton était censée s'en occuper, mais rien n'a été fait. Enfin, pour la question des ressources, c'est-à-dire des moyens, aux États-Unis, pendant la guerre froide, les États-Unis donc ont dépensé environ $1 sur 4 de son budget de la défense a été consacré à l'arme nucléaire. Dans certaines, un petit peu plus, enfin plus ou moins, mais toujours à peu près 25% du budget. Depuis 1999, c'est 1% du budget de la défense qui a été consacré aux armes, aux opérations nucléaires, aux moyens d'entretien d'armes nucléaires. On n'a pas acheté de nouveaux ICBM, on n'a pas acheté de système de lancement
stratégiques, on n'a pas acheté de nouveaux bombardiers, il n'y a pas eu de ces investissements. Donc tout ce matériel est en train de vieillir. Le plus récent dans l'arsenal nucléaire américain a été déclassé en 1971, a été enfoui en 1971, vous n'étiez même pas né. La dernière mission nucléaire a été, c'est-à-dire la dernière bombe portée par un aéronef, a été construite en 1962. Et l'arme nucléaire la plus récente date de 1990, il y a donc 24 ans. Donc tout cet équipement est en train de vieillir. On s'interroge sur la prochaine génération de matériel de guerre, en fait. Et évidemment, on parle de sommes faramineuses. Et effectivement, ce sont des sommes très importantes. Mais pour autant, en tant que pourcentage du budget de la défense américaine, ce qui est prévu, c'est que cela représentera 5, 6, 7% de la totalité du budget de la défense. Je pense que la France, selon le discours du président Hollande, consacre 11% de son budget de la défense à la dissuasion nucléaire. Donc, pour une raison ou pour une autre, on dépense moins. Cette dissuasion nous revient moins cher, toute proportion gardée. C'est pourquoi je m'interroge justement sur le rôle des armes nucléaires au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que tant que le seul argument valable pour la réduction, c'est qu'on n'en a plus besoin, on peut réduire leur rôle, tant que c'est le seul argument que l'on avance, eh bien on va se retrouver dans une situation où il nous restera presque plus rien au bout du processus, lorsqu'on se sera désarmé presque accidentellement parce que l'on a pris une suite de petites décisions plutôt que au système, selon la doctrine française, c'est-à-dire on se pose réellement la question de savoir si on conserve le système ou non. Merci pour cette conférence.